Salut mes allumés de pixels, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons essayer de comparer l'APS-C et le plein format. Pourquoi avoir choisi de shooter avec un APS-C plutôt qu'un plein format? De nombreux puristes vont bondir de leur siège en hurlant que le vrai format qui vous permette de faire de vraies belles photos, c'est le 24-36. Donc le plein format est le type de réflexe pro qu'il faut avoir si vous souhaitez travailler dans la photo, ou faire de jolies photos, etc. Je suis pas vraiment d'accord. Nous allons nous pencher donc là-dessus et je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi l'APS-C. Allez, go! Voici donc les avantages et inconvénients des réflexes APS-C et plein format. Les avantages de l'APS-C. Réflexe moins cher, hormis le D500 qui a bousculé les nikonistes et qui n'est pas donné du tout, mais qui m'a fait kiffer pendant un mois. Ensuite, dû à son capteur plus petit, l'APS-C bénéficie d'un coefficient multiplicateur, ce qui en gros veut dire que si vous montez un objectif 70-200 sur un plein format, eh bien ça reste un 70-200. Par contre, sur un APS-C Nikon, la focale devra être multipliée par 1,5. Ce qui donnera en réel une focale de 105-300 mm. Génial, avec ça vous pouvez donc bien plus facilement faire de la photo sportive et animalière, etc. En gros, pour une photo faite avec un plein format, ça donnera le cadre entier de cette photo, alors que la même photo en APS-C donnera ce qui se trouve dans le cadre rouge. Ça sera la même chose avec les APS-C Pentax. Par contre, pour Canon et Sony, le coefficient multiplicateur sera de 1,6. Donc vous zoomerez encore un peu plus sur l'image. Il vous faudra donc prendre en compte ce coefficient multiplicateur pour l'achat de vos objectifs APS-C. Ensuite, avec des réflexes APS-C Pro type Nikon D500, Canon 7D Mark II, etc., vous bénéficierez d'une rafale faite pour la photographie animalière ou sportive. Les optiques pour les APS-C sont moins chères et plus légères. Dû à leur capteur plus petit, les APS-C requièrent des objectifs moins complexes. Ensuite, une profondeur de champ plus grande. Donc, dans certains cas, vous souhaitez que toute votre photo soit nette, du premier plan à l'arrière-plan, à l'infini. Par exemple, en photographie d'architecture ou de paysage. Un APS-C ayant une profondeur de champ plus grande sera donc plus efficace à ce niveau par rapport à un plein format. Et dernièrement, la compacité des boîtiers. Les boîtiers APS-C sont plus légers que les pleins formats. Et je pense que vos épaules, votre dos, etc. vous remercieront après une journée de shooting. Maintenant, voyons les avantages du plein format. Déjà, un viseur optique régalant de luminosité et confort. Bon, néanmoins, ayant essayé le D500 pendant un mois, je peux vous dire que son viseur est juste génial. Lumineux, confortable, etc. Tout comme un plein format. Bon, 10 sur 10 sur ce point. Ensuite, les pleins formats ont une définition, un piqué de qualité, surtout dû aux optiques pour plein format, étant plus piquées et qualitatives, et évidemment grâce au capteur 24-36. Ça ne veut pas dire que les photos faites avec un APS-C ne sont pas piquées ou pas de qualité. C'est juste un avantage dû à la taille du capteur et aux optiques qui sont développées, bien plus lourdes à cause de ça, mais développées vraiment pour des capteurs 24-36. Ensuite, pas de conversion de focale. Oui, là, pour le coup, vous n'avez pas à faire de calcul. Quand vous mettez un 50 mm sur un plein format, ça reste un 50 mm. Un 70-200 reste un 70-200. Ensuite, il y a la montée en ISO qui est plus performante, due au capteur et ses photosites plus grands. Dans certains cas, cette montée en ISO est très pratique pour faire des photos dans des endroits assez sombres ou peu lumineux. Un super bokeh. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, le terme vient du japonais bokeh, B-O-K-E, que l'on traduit par flou. Donc vous aurez donc, avec un plein format, un bokeh de super qualité. Une profondeur de champ plus faible qu'un APS-C, ce qui dans certains cas sera très pratique pour isoler plus facilement le sujet de l'arrière-plan. Et dernièrement, la gestion de la plage dynamique est meilleure que sur un APS-C. Votre réflexe plein format saura donc un peu plus facilement retranscrire une photo ayant des zones très sombres et très claires. Attaquons-nous maintenant aux inconvénients des deux mondes. D'abord, les inconvénients sur les APS-C. Une profondeur de champ plus grande, ce qui pour moi n'est ni un inconvénient ni un avantage. Il suffit de bien choisir son optique et gérer son ouverture correctement.
Une gestion des ISO moins performante que sur un plein format. Bon, c'est évident, et du coup pour des prises de vue dans une église par exemple, ça sera moins simple avec un APS-C niveau montée en ISO. La plage dynamique est également un peu moins étendue que sur un plein format. Donc certaines personnes disent que ça fait moins pro, parce qu'il est un peu plus petit, que bon. Pour le coup, moi je suis pas du tout d'accord. Toutes mes photos ont été faites avec des réflexes APS-C et mes clients ne m'ont jamais fait de remarques ou autres sur la qualité du piqué. Ou alors ils n'osent pas, mais j'y crois pas. Ensuite, vous avez la focale utilisée. Doit être multipliée donc, par le coefficient multiplicateur. Donc ok, si vous placez un objectif 35 mm sur un APS-C, vous aurez une focale correspondant à du 52 mm à quelque chose près. Pour faire de la photo d'immobilier au grand angle, 24 mm par exemple, il vous faudra juste utiliser un objectif de 16 mm pour APS-C. Donc pour moi, c'est pas un problème, il suffit juste de réfléchir 10 secondes avant d'acheter son objectif. Toutes mes photos d'immobilier sont prises avec un 18-35 APS-C, ce qui donne 27-52 en plein format. J'ai pris parti de ne pas utiliser d'ultra grand angle et je trouve ne pas trop mal m'en sortir. Avec du coup beaucoup moins de déformation que certains qui utilisent à gogo des 10 mm. Vous remarquerez que bien souvent en photo d'immobilier, les meubles semblent faire 10 mètres de long, les chaises ont une assise d'1,50 m et les perspectives sont complètement faussées. Sans parler de l'effet waouh, la chambre est grande, quand les clients voient les photos et qu'une fois sur place, ils sont déçus, car ça ne correspond plus à ce qu'ils ont vu et donc imaginé. Passons aux inconvénients du plein format. Ouais, il y en a quand même. Hein. Donc le prix. Donc là, pour le coup, il faut être pote avec votre banquier. Bien que les boîtiers qui ont 3-4 ans peuvent se trouver à des tarifs raisonnables, il faudra quand même leur offrir des objectifs de qualité qui ne sont pas donnés. Le poids, car par rapport aux APS-C, les pleins formats sont plus lourds et dotés d'objectifs eux aussi plus lourds que ceux pour APS-C. Donc en fin de journée, vous risquez d'avoir quelques petites douleurs par-ci par-là. En voyage, ça peut faire la différence. Les pleins formats sont plus difficiles en termes d'objectifs. Donc j'en reviens encore à ça, hein, mais il faudra donc, pour avoir des photos piquées de qualité, investir dans un caillou de qualité. Donc d'ailleurs, le plus important dans le couple réflexe-objectif, c'est l'objectif. Ne l'oubliez pas. Un téléobjectif pour de l'animalier ou de la photo sportive coûte très cher en plein format. Et dernièrement, et pas des moindres, on n'y pense pas forcément. On regarde les qualités techniques des appareils photo, mais ça faut y penser. Les fichiers en RAW peuvent être très lourds. Il faut donc penser également en termes de sauvegarde et avoir des disques durs externes conséquents. Le travail de retouche sur un fichier de 30 ou 40 mégas peut être bien plus éprouvant pour votre ordinateur, donc évitez de retoucher vos photos faites avec votre Nikon D810 sur un Amstrad CPC 464. Par exemple. Bon, ça c'est une spéciale mention à ceux qui ont plus de 35 ans. Voilà, nous avons fait le tour des avantages et des inconvénients de ces deux types de réflexes. Pour conclure, je pense qu'il faut choisir le matériel qui est dédié à votre type de photographie. Ne répondez pas aux sirènes du marketing qui vous annoncent de bien plus jolies photos si vous achetez le dernier de la gamme. Les prérequis pour faire de jolies photos sont déjà de connaître un minimum la règle des tiers pour composer votre photo. Ensuite, le triangle d'exposition qui va vous permettre de rapidement savoir quel réglage il vous faut selon le sujet photographié et connaître votre boîtier. C'est un indispensable si vous souhaitez améliorer vos photos. Le dernier point sera le plus évident qu'il soit, shooter, shooter, shooter et shooter encore. Faites des erreurs, ce sera votre salut, car vous réfléchirez à comment ne pas les refaire et vous serez poussé à regarder votre manuel ou une vidéo pixel photographie afin de mieux appréhender des techniques photo qui vous permettront de faire les photos que vous méritez. Comme on dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, donc photographier pour devenir photographe. Si je devais donner mon avis du sujet de cette vidéo, nous avons tous un APS-C qui résonne en nous et un plein format qui fait de même. Vous pourrez faire toutes les photos que vous souhaitez avec un APS-C. Toutes! Tout comme avec un plein format. La seule différence sera que l'un ou l'autre sera plus à l'aise dans certaines situations et donc vous simplifiera un peu la vie. Mais soyez-en sûrs, si vous ne connaissez pas votre boîtier du tout, ni la règle des tiers, ni le triangle d'exposition, etc., un Nikon D5 à 5000 € ne vous fera pas faire de plus jolies photos qu'un Nikon D3200 à 450 €.
Pour ma part, quand les finances me le permettront, je pense que le couple plein format et DX APS-C me conviendra parfaitement. Mais pour le moment, mon D7200 suffit amplement. N'ayez donc pas honte de votre APS-C, ne prenez pas en compte les remarques bêtes que peuvent vous faire certains bobos photographes, pour qui, si vous n'avez pas 5000 € de matos, vous ne pouvez pas être bon ou en faire votre métier. De nombreux photographes vous diront que l'appareil ne fait de toute façon pas le photographe, et j'en suis convaincu. L'ami Arnaud Thierry, que vous connaissez très certainement, on a d'ailleurs parlé dans plusieurs vidéos, dont une que j'aime beaucoup en se mettant en scène avec un personnage qui s'appelle le Rupin. Donc là, je vous mets le lien dans la description en bas de ma vidéo, pour ceux qui ne l'ont jamais vu. N'hésitez pas à me dire ce que vous aimeriez comme vidéo ou tuto dans les commentaires, à mettre un gros pouce en l'air et à vous abonner à cette chaîne. Nous sommes bientôt 1900, un peu plus de 1900 donc, sur la chaîne, et vraiment je suis super heureux de tous vos retours positifs et amicaux. Par contre, allez, assez perdu de temps, sortez et shootez. Bye.